souvenez ? Au 2e épisode de la saison, on a sorti l'artillerie lourde du patrimoine avec la visite du quartier médiéval de la capitale de Gâtine. Mais il est des communes sur le territoire qui regorgent d'un patrimoine et d'une histoire tout aussi riches que Parthenay. Dans ce 9e et avant-dernier numéro, on vous fait visiter 3 d'entre elles, Gourget, Minigoutte et Besleuf. Pour commencer, direction le sud-est du territoire. Sur la place emblématique de Minigoutte, on y retrouve Émilie Biraud, chef de projet au Pays d'Art et d'Histoire de Parthenay-Gâtine. C'est parti pour une visite exhaustive des monuments à apprécier dans le village. On commence avec non pas une, mais 2 églises. On commence notre visite ici devant l'édifice le plus ancien de Minigoutte, l'ancienne église Notre-Dame, bâtie au XIe siècle, qui était l'église paroissiale de la commune. Ce qui est assez singulier ici à Minigoutte, c'est que nous avons 2 églises bâties côte à côte, puisqu'en effet à côté de cette ancienne église Notre-Dame, qui est aujourd'hui la salle romane, un lieu de conférences, d'expositions et une bibliothèque, une ancienne église utilisée jusqu'en 1802, eh bien il y a une autre église qui elle a été bâtie au XIVe siècle, une église nommée Saint-Jean-Baptiste qui faisait partie d'un collège de chanoines fondé au XIVe siècle par Jean de Cherchemont, chancelier du roi de France. Direction maintenant la place emblématique du village chargée d'histoire. On est ici sur la place des Cloîtres où se trouve aujourd'hui une croix aux ânières. Cette croix aux ânières, donc c'est une construction funéraire, un type de construction funéraire que l'on rencontrait au Moyen-Âge très fréquemment dans le Poitou. En fait, donc il s'agit de colonnes près desquelles avaient lieu des cérémonies en souvenir des défunts. Et ce nom, croix aux ânières, vient du terme osane qui évoque le buis sacré qui était déposé le jour des rameaux sur ces croix aux ânières. Il peut arriver parfois que ces croix aient été déplacées dans le temps, mais parfois, comme ici, elles sont conservées à leur emplacement initial et c'est intéressant justement de les conserver sur place parce que cela rappelle qu'il y avait ici un cimetière autrefois, un cimetière qui est devenu ensuite une place devenue elle-même un lieu de marché assez important au cours du XXe siècle. Sur cette croix aux ânières de Minigoutte, on trouve sur l'une des faces un cadran solaire. C'est quelque chose que l'on ne trouve pas forcément sur toutes les croix. Et donc on a ici un cadran solaire qui est gravé. Au coin de la place, on contourne un bâtiment très ancien. On est ici devant le château Boucard, qui est appelé ainsi, alors qu'il s'agit en fait de l'ancien logis du trésorier du chapitre, et on l'appelle aujourd'hui château parce que c'est vrai que sa construction s'apparente à celle d'un château, et par ailleurs il porte le nom de Boucard, qui évoque Jean Boucard, qui était le trésorier du chapitre collégial au début du XVIe siècle. Après avoir été utilisé en tant que logis pour le trésorier du chapitre, cet édifice a fait partie d'une aumônerie fondée justement par Jean Boucard, une aumônerie destinée à accueillir et nourrir les pauvres et aussi à accueillir les passants. Par la suite, il y a eu un hospice qui a été installé ici à l'intérieur de cet édifice. En 1987, il y a un musée, le musée Raoul Royer, qui a été installé à l'intérieur de ce château Boucard, un musée conservant un certain nombre d'objets d'art et tradition populaire, ainsi que des sculptures. Aujourd'hui, il y a un nouveau projet pour cet édifice qui va bientôt accueillir une bibliothèque et une vidéothèque consacrée à l'ornithologie, et ceci permet d'évoquer le Festival international du film ornithologique de Minigoutte, le FIFO, qui est évidemment un événement important qui existe ici à Minigoutte depuis 1985. Notre visite de Minigoutte se termine devant une chapelle. On termine cette visite devant ce magnifique édifice qui est la chapelle Boucard, une chapelle qui a été construite au début du XVIe siècle, dans les années 1530, suivant le souhait de Jean Boucard, qui a fait construire cette chapelle à la fois pour abriter sa sépulture et aussi afin qu'elle fasse partie ensuite de l'aumônerie que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer. Cette chapelle
constitue un des rares exemples de construction de style gothique flamboyant que l'on peut voir dans le département. C'est aussi un édifice particulièrement remarquable en matière de décors sculptés sur le territoire de la Gâtine. À l'extérieur, on peut voir notamment de magnifiques gargouilles qui se trouvent tout en haut de ces façades. Et puis également, quand on observe bien, on voit tout un ensemble de détails, de décors. C'est donc un très joli patrimoine et une riche histoire qui sont à découvrir ici dans le bourg de Ménigoutte. La visite de Ménigoutte terminée, on reprend la route vers le nord, direction la commune de Gourgé. Le rendez-vous est donné avec Émilie sur la place de l'église. Notre visite commence justement derrière l'église. Alors c'est important de venir ici, derrière l'église. On est auprès d'une des églises les plus anciennes de Gâtine. Il faut savoir déjà que Gourgé a été occupé très tôt dans l'histoire, dès la préhistoire, puis à l'époque gallo-romaine. On a des objets qui ont été trouvés en fouilles archéologiques qui l'attestent. Et puis ensuite, ce bourg de Gourgé, il s'est développé au Moyen-Âge autour de cette église qui a été bâtie à l'époque pré-romane, dès la fin du 9e, début du 10e siècle. Et aujourd'hui encore, le chevet de cette église conserve des éléments anciens en partie basse, des éléments qui datent au plus tard des environs de l'an 1000. On peut voir une petite maçonnerie avec des arrases de briques qui rappellent justement cette construction ancienne de l'église. Alors, il faut savoir que c'est une église qui faisait partie d'un prieuré et qu'il y avait donc des bâtiments conventuels qui se trouvaient autrefois au nord mais qui ont aujourd'hui disparu. Continuons notre visite devant l'église Saint-Hilaire. On est auprès de l'entrée de l'église de Gourgé. Comme je le disais, une église qui a été remaniée au fil du temps. Sa nef a été agrandie au XIIe siècle. Le clocher qui a été reconstruit au XVIIe siècle et puis un transept qui a été ajouté au XIXe siècle, ainsi qu'une nouvelle façade côté ouest. On peut voir au sud de cette église, à l'avant de la nef romane du XIIe, qui est ornée de modillons en partie haute sous la toiture, on peut voir un porche-balai qui permet d'être à l'abri à proximité de l'entrée de l'église. Ce porche-balai, c'est quelque chose qui est assez caractéristique de plusieurs églises de Gâtine. On termine notre découverte à l'intérieur. Alors plusieurs choses intéressantes sont à découvrir à l'intérieur de cette église de Gourgé. Tout d'abord, il y a notamment des chapiteaux sculptés intéressants à regarder juste à l'entrée de la nef. Mais ce qui attire surtout le regard quand on arrive à l'intérieur de cette église de Gourgé, c'est son décor peint. Notamment ici dans la nef, on peut voir ces armoiries des seigneurs de Gourgé et aussi des seigneurs de Parthenay, des armoiries qui ont été peintes à l'intérieur de cette nef au XIXe siècle. Cette église de Gourgé, elle se trouve sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle et actuellement il y a une exposition qui est présentée à l'intérieur sur le thème de ces chemins de Saint-Jacques qui permet de donner des informations sur ces chemins de façon générale et aussi sur l'influence de ce pèlerinage sur le territoire de la Gâtine et notamment ici à Gourgé. Stop maintenant sur le pont emblématique qu'on avait déjà traversé lors du 3e épisode pendant notre balade à vélo avec Théo. On est ici sur un pont qui date du XIIe ou peut-être du XIIIe siècle et qui a en fait remplacé un pont plus ancien ou peut-être un gué datant de l'époque gallo-romaine puisqu'en effet il y avait autrefois ici une petite agglomération qui s'était développée à l'époque gallo-romaine et par ailleurs à cet endroit on était sur le chemin de Saint-Hilaire c'est-à-dire en fait autrefois une voie romaine qui menait de Poitiers jusqu'à Nantes et ce pont était donc alors nécessaire pour franchir le Thouet. Ce pont, il présente des avant-becs triangulaires face au courant et au-dessus ont été aménagés des refuges pour piétons. Terminons la visite de Gourgé. De l'autre côté de la chaussée, un dernier édifice continue de vivre, bien que quelque peu caché par les ronces. Il y avait autrefois un certain nombre d'activités au bord du Thouet et notamment de nombreux moulins qui fonctionnaient grâce à l'eau de la rivière. Ici à Gourgé, on peut voir cet ancien moulin du Pont qui a été transformé en minoterie en 1927 et qui a fonctionné ensuite jusque dans les années 1960. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut voir encore une roue à l'avant de ce moulin, une roue qui a été refaite dans les années 90. Et puis il y a derrière moi cette ancienne chaussée qui rappelle justement l'ancienne existence du moulin. On quitte Émilie Biraud et quelques jours plus tard, avec un temps plus clément, on part en virée en Val de Gâtine. Pour en terminer avec les patrimoines incontournables de nos villages, on vous emmène à la rencontre de Michel Berthaud et Michel Husson, respectivement président et trésorier de l'association Histoire et Patrimoine. Créée en 1993,
L'association a pour but de faire connaître l'histoire et le patrimoine bâti et naturel de la commune et de ses environs. Rendez-vous pris sur la place du village pour un covoiturage à destination de l'emblème du tourisme en Deux-Sèvres. Alors le pigeonnier, il a été vraisemblablement construit au XVIIe siècle, en même temps que le château de Pouzet qui était juste à côté, puisque le pigeonnier dépendait en fait du château qui était à proximité. Et on sait que le château a été construit au milieu du XVIIe siècle, donc on peut penser que le pigeonnier date à peu près de cette époque. Au niveau des dimensions du pigeonnier, il fait 11 mètres de haut. L'épaisseur des murs, en fait, du mur, est d'environ 1 mètre, ce qui fait que le diamètre intérieur est de 7 mètres. Et puis la particularité, c'est qu'il y a un chêne en son milieu. Un chêne, c'est pas extraordinaire dans la région, il y en a de très nombreux, mais le fait que ce chêne ait pu naître et continuer à croître au milieu du pigeonnier sans que personne ne l'arrache, ne l'abîme, c'est ce qui est remarquable. Alors, comment est-il arrivé là ? On ne sait pas trop, ça peut être tout simplement un des hasards de la nature, ou peut-être un gamin qui a voulu s'amuser, puis ça peut être une explication intéressante de penser qu'un petit gamin du 18e ou 19e siècle a planté un gland ici et laissé pousser ce chêne au milieu du pigeonnier. Un point intéressant également du pigeonnier, c'est la production en fait d'un engrais particulier fait à partir de la fiente de pigeon, qu'on appelait donc la colombine. Et cette fiente de pigeon servait effectivement d'engrais pour restaurer les terrains ou les prés un peu fatigués, etc. Et c'était d'un excellent rapport puisque on sait que certains seigneurs avaient des pigeonniers non pas spécialement pour se nourrir, mais pour récupérer la fiente de pigeon et vendre la colombine qui avait un certain prix. Il ne faut pas oublier non plus que les cultivateurs des environs ne voyaient pas forcément d'un très bon œil cette présence massive de pigeons qui venaient manger les graines qu'ils avaient de la peine à semer et à faire pousser. Et il était interdit aux gens de chasser les pigeons qui étaient la propriété du seigneur. C'était le privilège. Et dans les cahiers de doléances, c'est une demande qui a été faite, en fait, par les paysans pour que ce droit qui était un peu exorbitant à leur gré, soit aboli, ce qui a donc été le cas le 4 août 1789. Oui, le lieu est protégé puisque le pigeonnier d'abord et puis l'arbre ensuite ont été classés monuments historiques. Donc c'est un ensemble qui est classé monument historique. Le terrain sur lequel il est implanté est une propriété privée, mais la commune de Besleuf a un bail amphithéotique qui a été conclu avec les propriétaires. Et la commune de Besleuf entretient l'environnement qui est agréable avec des arbres, des lieux d'ombrage, une table de pique-nique. Donc de nombreux promeneurs profitent de cet espace pour faire une pause au cours de leur randonnée dans la vallée de l'Autise et du Saumort. Un endroit magnifique, avec un chêne tout de même labellisé Arbre remarquable de France. Ce qui n'est pas pour déplaire à nos deux Michel. Et en parlant d'arbres, direction maintenant les chemins de randonnée, où nos historiens locaux souhaitent nous montrer absolument quelque chose. Nous sommes exactement au lieu-dit Roquecervelle, dans la vallée de l'Autise. L'Autise coule ici à notre gauche et à droite nous avons le Roquecervelle. Le Roquecervelle, c'est un rocher de schiste puisque géologiquement nous sommes à la frontière entre le schiste qui s'en va vers le nord et la plaine calcaire qui va commencer de l'autre côté de l'Autise. La légende veut que ce soit la fée Mélusine qui l'ait laissé tomber en construisant le château de Vouvant. C'est une légende bien entendu. La fée Mélusine qui est bien connue en Poitou. J'ajouterais que Roquecervelle tout simplement parce que lorsqu'on voit le rocher de côté, il a à peu près la forme d'un hémisphère cérébral, d'où le nom de Roquecervelle. À peu près. À peu près. Avec un peu d'imagination. À côté de Roquecervelle, en avançant un peu dans le sentier, on peut en profiter pour traverser le Saumort, principal affluent du Thouet. Il se jette quelques mètres plus loin dans l'Autise. Après cette pause au calme, retour sur la place du village pour terminer notre vidéo devant l'église. La partie la plus ancienne date du XIe siècle. Après, elle a été reconstruite au XIIe siècle. L'église a été agrandie au XIXe siècle avec la construction des 2 absidioles. Oui, alors, l'intérieur est remarquable pour différentes raisons. Tout d'abord, cette église en fait comporte des fresques qui sont assez uniques dans la région. Elle date du XVIIe et elle représente en fait des tulipes
à une époque où la tulipe était à la mode, donc effectivement elles sont représentées en plusieurs exemplaires dans l'église. Il y a également des rinceaux de feuillage et également des fleurs de lys qui sont dans des cercles décorés, et également des oiseaux à long bec qu'on assimile à des bécasses. Outre ces fresques, il y a également 2 monuments très intéressants dans l'église. La statue de Saint-Maurice, l'église de Besleuf est sous le vocable de Saint-Maurice. La statue en fait est à l'entrée de l'église, c'est une statue en bois polychrome du XVIIe siècle. Saint-Maurice, c'était effectivement un chef de légion romaine qui a été massacré avec ses frères d'armes par l'empereur romain. Autre élément important du décor intérieur de l'église de Besleuf, l'antépendium, qui est également une pièce du XVIIe. C'est un tableau en cuir coloré avec 2 anges en son centre. La statue et le tableau ont fait l'objet récemment, dans les années passées, de restaurations minutieuses et sont tous 2 inscrits au titre des monuments historiques. Et voilà, on en termine là pour aujourd'hui. Très heureux d'avoir découvert des lieux emblématiques de notre territoire racontés avec passion. Pour pousser sur l'histoire de Besleuf et de ses environs, ou des villes et villages de Parthenay-Gâtine, je vous invite à suivre la Minute de l'Oncle Michel ou la page Facebook Pays d'Art et d'Histoire Parthenay-Gâtine. Et pour prolonger sur le patrimoine naturel comme à Besleuf, on vous concocte un épisode à la découverte des sentiers de randonnée pour l'an prochain. D'ici là, on se retrouve très vite pour la dernière vidéo de la saison avec une pause gourmande qui sera laitière.